Salut tout le monde! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour le bilan de l'année 2020 et comme je suis très mal élevée, j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année parce que c'est important, je pense, dans les circonstances actuelles de se souhaiter une bonne année et j'espère que cette année 2021 non seulement sera meilleure, mais qu'en plus elle vous apportera beaucoup de bonnes choses. Sur ces petites formules de politesse, on va commencer la vidéo. Cette vidéo, j'ai décidé de l'organiser en plusieurs étapes parce que l'année 2020 est vraiment une année importante pour cette chaîne et il me semblait quand même important d'en parler. L'année 2020 était importante pour cette chaîne mais aussi pour moi, donc voilà, c'était important pour moi vraiment de faire cette vidéo parce que j'avais besoin de faire un retour avec vous, voilà, tout simplement. Donc tout d'abord, on va parler des nouveautés concernant l'année 2020 et notamment liées à la chaîne. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais l'année 2020, c'est vraiment l'année de mon grand retour sur YouTube puisque je m'y suis mise sérieusement. Sachant que la chaîne date de 2017, mais que j'avais mis seulement ma vidéo de présentation, il fallait que je revienne et ça a été l'année 2020, voilà, tout simplement. Alors, pour arriver jusqu'à avoir au moins une vidéo par mois à partir de février, ça a été quand même assez compliqué parce qu'avec les études, c'est... Sachant qu'avec le contexte sanitaire, mes études ont été un peu bouleversées, qu'il a fallu tout organiser autrement, et que je suis une quiche en organisation, ça a été vraiment... Et finalement, il m'a quand même fallu jongler pas mal de fois entre les devoirs et les exposés, et les partiels et les vidéos en même temps à sortir, en plus de tout ce qui est projet en rapport avec les cours. Bref, vraiment c'est toute une organisation à prendre, or je ne suis pas organisée tout le temps. Mais j'ai au moins eu la satisfaction de vous proposer une vidéo par mois et c'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir réaliser parce que ça me semblait quand même un rythme plutôt soutenu. Donc je suis quand même contente, ça a été un objectif réalisé haut la main en 2020, bon, excepté peut-être le mois de décembre qui est paru en janvier, mais je vous ai expliqué dans la vidéo de mon point lecture de décembre, mais voilà, elle est quand même là, donc on peut dire que j'ai été régulière. J'ai également pu vous proposer plusieurs formats sur cette chaîne et ça a l'air de vous avoir beaucoup plu, je pense notamment aux capsules littéraires. Majoritairement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous viennent sur ma chaîne parce qu'ils ont vu certaines de mes capsules et généralement c'est là qu'il y a pas mal de commentaires. Donc je pense pouvoir refaire ça pour l'été qui arrive parce que c'est toujours bien d'avoir des petits conseils pour nos lectures pendant les vacances. Et puis il y a aussi le format des classiques focus qui a eu l'air quand même de vous plaire plutôt. Alors il y a des choses qui sont à retravailler, même moi en la re-regardant j'ai bien vu que certaines choses n'allaient pas, mais je pense que c'est un élément à ne pas négliger non plus sur la chaîne et qui avait eu l'air de vous plaire en 2020. D'un point de vue personnel, l'année 2020 ça a été quand même une année plutôt mouvementée, excepté la situation sanitaire qui a bouleversé tout le monde je pense et qui a demandé une organisation comme je le disais. Ça a été une année où j'ai énormément lu. Je pense que le confinement a en partie participé à cet élément puisque le premier confinement les professeurs et l'enseignement étaient plus allégés on va dire, le temps que chacun sache comment s'organiser. Mais j'en suis arrivée au total à 284 livres, ce qui est, je trouve, complètement fou. Sachant qu'en plus cette année 2020 m'a permis de m'ouvrir à d'autres genres littéraires, je pense notamment à la poésie puisque j'ai enfin fini Les Contemplations de Victor Hugo, grosse fierté. C'est vraiment un genre avec lequel j'ai toujours un peu de mal mais je commence à lire davantage de poésie et je me tourne vers de la poésie contemporaine qui me parle un peu plus que la poésie classique qui je trouve m'ennuie un peu en fait. Voilà. Après je suis peut-être pas tombée sur les bons poèmes aussi, ça expliquerait en partie cette aversion que j'ai avec la poésie. Également j'ai remarqué que dans cette année 2020 j'ai lu davantage de romans, de littérature contemporaine et que j'ai un peu laissé de côté on va dire tout ce qui est imaginaire, fiction et tout ça. Alors il y en a mais tout ce qui est jeunesse, roman adolescent,
jeune adulte, j'ai l'impression d'avoir un peu franchi un cap dans mes lectures parce que il y en a, mais soit c'était parce que je voulais au moins me renseigner, soit ça n'a pas été un grand coup de cœur, donc voilà, je me suis pris une petite claque en regardant toutes mes lectures de l'année. Bref, toujours appréciable. Et également cette année 2020 m'a permis de me tourner vers la littérature en VO et de découvrir que j'étais capable, je pense, de pouvoir lire des livres en version originale et notamment en anglais, ce qui fait toujours du bien au moral, vraiment. Et pourquoi pas vous faire prochainement ou plus tardivement sur la chaîne une vidéo pour vous présenter quelques livres en VO qui m'ont semblé plutôt abordables pour des jeunes lecteurs. L'autre point qui me semblait important à aborder pour ce bilan, c'est mon gros coup de cœur de l'année, et je veux bien entendu parler de Chaviré de Lola Lafont. Ça a été pour moi une grosse claque qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui aborde plein de thématiques que je trouve fondamentales et importantes à aborder aujourd'hui. C'est beaucoup de silences sur lesquels il faut mettre des mots parce que ces silences n'ont pas à exister, voilà. Bref, ça a été vraiment une grosse découverte et j'ai lu d'autres romans de l'auteur, notamment La petite communiste qui ne souriait jamais. Et pareil, c'est la même démarche que Chaviré, donc vraiment, voilà. Ça a été une grosse découverte, un gros coup de cœur et je vous le recommande vivement. D'autant plus pour les personnes qui aiment décortiquer les textes. J'ai eu l'occasion pour un exposé de vraiment approfondir le texte, de chercher la symbolique de certains choix au niveau de l'écriture, et il y a beaucoup de choses à dire sur Chaviré. C'est pas un roman qui a été fait au hasard. On sent qu'il y a vraiment un travail important de la part de Lola Lafont et oui, vraiment c'est un livre que je vous recommande parce que c'est important de le lire. Il aborde des thématiques qu'il faut aborder et il a un ton très juste, je trouve. C'est vraiment une manière très percutante d'aborder de telles thématiques qui peuvent être très dures, qui sont très dures même. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur. Évidemment, vous vous en doutez forcément, il n'y a pas eu que le livre de Lola Lafont qui m'a vraiment beaucoup plu durant cette année. J'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup d'autres lectures qui m'ont fait réfléchir à leur façon, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont bouleversée, qui m'ont fait voyager, vraiment des lectures que je vous recommande vivement, que je vous ai présentées dans mes points lecture généralement. Donc je vais pas m'attarder de trop dessus parce que ce ne serait pas pertinent je pense et la vidéo risquerait d'être trop longue, ce qui n'est pas pertinent non plus, tout simplement. J'ai fait ma petite liste parce que j'ai préparé la vidéo en amont parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire. Alors tout d'abord, il y a le livre Mon père de Grégoire Delacour, mais également Danser au bord de l'abîme du même auteur, que j'ai lu plus récemment et pareil, ça a été de très bonnes lectures qui m'ont fait réfléchir sur des notions différentes, mais que je vous recommande vivement. Il y a également donc La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont, mais ça je vous en ai parlé juste avant, c'est je trouve dans la même continuité que le Chaviré. Baise-moi de Virginie Despentes et King Kong Théorie de la même auteur, c'est vraiment je pense deux textes très important à lire dans la littérature féministe. Et ce que j'ai pas dit précédemment, parce que forcément j'ai oublié des trucs à vous dire, c'est que l'année 2020 ça a été vraiment aussi une année où j'ai commencé à me pencher sur les écrits classifiés comme féministes, parce que vraiment c'est je pense un combat à mener, un engagement à prendre. Et c'est important, vraiment, je pense, de réfléchir sur la condition de la femme, de voir que ce qui nous semble normal peut-être sans réfléchir, mais en fait ne l'est pas du tout et c'est une construction qu'il faut apprendre à défaire si on veut pouvoir vraiment vivre en liberté, savourer vraiment sa liberté tout simplement sans avoir toutes ces normes qui pèsent et qui, ma foi, sont parfois très contraignantes, généralement très contraignantes même. Dans les autres découvertes littéraires, j'ai également du coup lu les tomes 2 et 3 de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, et vraiment, je sais que certaines personnes m'ont dit que c'était un peu cliché d'en parler parce que beaucoup de monde en ont parlé, mais je trouve ça dommage de pas parler de livres, même s'ils ont eu un certain succès. Il faut dire si c'est un écrit de qualité, et quand bien même beaucoup de gens en ont parlé, je pense que c'est quand même important d'en reparler, d'en rajouter une couche, parce que il faut mettre en lumière d'autres textes, mais on peut pas enlever le mérite de Christelle Dabos. Vraiment, c'est un univers tellement complet, et voilà. J'ai hâte de lire le tome 4 cette année, qui est dans ma pile à lire d'ailleurs. J'ai également lu Le Dernier
Panier sur la plaine de Nathalie Bernard. Donc j'avais lu Sauvage de la même auteure il y a longtemps, mais c'est la même continuité et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Et évidemment, Salina les trois exils de Laurent Godet. Mais bon, je pense que si vous avez vu d'autres vidéos de ma chaîne, vous n'êtes pas étonnés puisque Laurent Godet est mon chouchou. J'ai également lu Ama, le souffle des femmes de Manguinbec. Je dois sûrement écorcher le nom comme d'habitude, mais ça a vraiment été un très beau roman graphique qui m'inspire actuellement pour un projet lié à mon cours avec une amie. Et c'est vraiment un roman graphique féministe et qui va parler d'une thématique que je ne connaissais absolument pas, à savoir une communauté entière de femmes. Bref, je vous recommande tout simplement vivement de le lire parce que non seulement ça se lit vite, mais en plus c'est très beau au niveau esthétique et aussi au niveau du message. J'ai également lu Pareil pour percer de Angie Thomas, qui est donc un roman adolescent qui m'a énormément plu parce que je m'attendais pas à me prendre une telle claque dans la tronche. Ça a vraiment été un roman fort. Je pense lire le premier roman qui l'a fait un peu émerger dans le monde littéraire, si je puis dire, qui l'a fait en tout cas se démarquer, parce que vraiment elle a un style d'écriture très percutant et un message très fort derrière, donc je vous le recommande également. L'arrivée de Capybara d'Alfredo Soderghi. Alors cette année aussi je l'ai toujours pas dit parce que je l'ai encore oublié, mais je me suis ouvert aux albums jeunesse parce que j'ai eu un cours qui m'a fait comprendre que c'est important si je veux être libraire de savoir un peu où je mets les pieds au niveau de la littérature jeunesse, sachant que mon stage également en librairie m'a permis de me rendre compte que j'étais une quiche, mais une quiche au niveau des albums enfants, et ça a été vraiment, je pense, un gros souci parce que quand les parents venaient me demander des conseils, je ne savais pas leur répondre, donc il fallait que je comble un petit peu ce manque. Et l'arrivée de Capybaras, ça a vraiment été un album jeunesse qui m'a fait plaisir, dans le sens où on comprend qu'il y a une double lecture possible et qu'il y a un message derrière qui est livré aux enfants, mais l'air de rien. Et vraiment, je pense que c'est des albums comme ça, je vais les chérir parce qu'il en faut, tout simplement, il en faut dans le paysage littéraire. J'ai également lu Fille de Camille Laurens. Ça, je vous l'ai présenté dans un point lecture, je crois, de septembre, il me semble. Pareil, un très bon livre que je vous recommande. Merci, le tome 1 de Mirka Andolfo, ou Andolfo, je ne sais pas comment on dit. C'est donc une BD. Je ne suis pas très BD non plus, en tout cas j'en connais pas énormément. Et ça a été vraiment une très bonne BD. Le premier tome m'a beaucoup plu et je vais me faire la suite pour l'année 2021. Alors ensuite, dans le mois de septembre, je pense, j'ai lu La petite dernière de Fatima Das. C'est pareil, ça a été un roman qui m'a beaucoup plu et fait réfléchir en même temps, qui va parler de la sexualité et de la religion et le fait que parfois ça rentre en désaccord, si je puis dire. Je vous le recommande. Podum de Hubert et Zanzim. Donc c'est un roman graphique qui aborde tellement de thématiques en même temps et avec tellement de justesse que je ne peux que vous le recommander. Julian est une sirène de Jessica Love. Je pense que là encore ça fait partie de ces livres dont on parle beaucoup. C'est un album jeunesse qui va parler, je trouve, de thématiques qu'il faut parler auprès de jeunes. Je peux que vous le recommander. J'ai également découvert Pierre Lemaitre et je le connaissais de nom, mais j'avais encore jamais lu un de ses livres, et j'ai commencé par un petit livre, 3 jours et une vie, et ça a été un très beau roman. Pareil, en fait, l'air de rien, il y a quand même une réflexion qui a amené. J'ai également lu Le libraire de Régis de Samorera, et donc c'est un livre qui a une place toute particulière parce qu'il est très symbolique. C'est un cadeau qu'on m'a fait et ma foi, ça parle tout simplement de la profession que je veux faire, donc ça m'a plu, ça m'a fait réfléchir et je vous le recommande. Le discours de Fabrice Caro. Alors Fabrice Caro, je suis passée complètement à côté et 2020 ça m'a permis de le découvrir, et notamment le discours qui d'ailleurs va être adapté au cinéma. C'est un livre mais qui m'a fait rire. Déjà, rien que l'idée du départ, elle est géniale, elle est tout simplement géniale et ça m'a fait beaucoup rire. J'ai lu ensuite un livre un peu moins drôle dans cette année 2020. Il est juste que l'effort soit frappé de Thibaut Bérard. C'est un livre très dur, vraiment. Je le mettrai pas entre toutes les mains, mais c'est un très beau livre. J'ai lu L'attentat de Yasmina Khadra, pareil, très beau livre, mais pas à mettre entre toutes les mains. Né sans un cri d'Amandine Marambert. De la poésie, eh bien oui, il y a de la poésie contemporaine qui va parler du handicap, et je crois notamment là c'était l'autisme, il me semble que c'était ça, il me semble que c'était l'autisme, avec une mère qui du coup va parler de son fils et de sa différence, mais en mettant en avant cette différence comme étant une force et en montrant les obstacles que la société met tout simplement au travers du chemin de son fils qui est pourtant encore tout jeune. Le chien noir de Lucie Barat et Looking for Janice de la même auteure. Vraiment, ça a été deux beaux romans qui m'ont beaucoup plu cette année. Eragon de Christopher Paolini. J'étais passée à côté et je me rends compte que c'est une erreur parce que c'était un très
très bon livre. Ça m'a fait voyager pendant mes vacances. L'enfant du lac de Kate Morton. Kate Morton, j'en avais entendu parler, pareil que pour Pierre Lemaitre, j'en avais entendu parler vite fait, mais je m'étais pas penchée dessus. 2020, ça m'a permis de le faire et de rencontrer deux auteurs prometteurs que je vais découvrir un peu plus avec d'autres livres de leur part cette année. Dirty Weekend de Hélène Zahavi, je vous le recommande, tout simplement. C'est un très bon roman. 10 petites anarchistes de Daniel Deroulet. J'aime Agatha Christie, j'aime Hercule Poirot, j'aime tout l'univers que cet auteur de génie a créé, et le voir adapté enfin pas adapté mais repris dans un livre contemporain, ça m'a fait tellement plaisir et puis c'était tellement bien écrit. Je ne pouvais que le mettre dans ma liste. Rouge pute de Perrine Lequirec. C'est un recueil de poésie qui va parler du coup de la violence faite aux femmes et notamment de la violence conjugale. C'est à nouveau un thème dont il faut parler et là c'est un livre très fort que je mettrai par contre entre toutes les mains parce qu'il faut en parler. Les meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson, c'est très étrange. Je le conseillerais peut-être pas à tout le monde, mais ça match avec moi parce que ça m'a rappelé mes années où j'ai fait une option cinéma, puisque l'auteur est issu de ce milieu il me semble, enfin en tout cas il a travaillé dans le monde du cinéma et son style d'écriture ressemble vraiment à un scénario, donc c'est très simple de se projeter directement, de visualiser la scène. Et récemment d'ailleurs j'ai lu le tome suivant. Le premier tome de Marqué de Alice Broadway, donc c'est un roman jeunesse adolescent qui parle du tatouage et forcément j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres sur le tatouage et le tatouage j'adore ça, alors je devais le mettre dans ma liste. Wonder de R.J. Palacio, ça a été une claque, un très bon roman que je vous recommande vivement, qui traite de la différence avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de douceur et j'aurais tendance à dire de candeur parce que le personnage principal est juste très touchant. Amour solitaire de Morgan Hortin, c'est mon côté sentimental. J'ai beaucoup aimé le concept et même le concept du conte, donc je voulais le mettre dans ma liste de 2020. Ce prince que je fus de Jordi Soler, c'est un livre qui m'a emporté et vraiment c'est quelque chose que j'ai pas encore retrouvé dans d'autres livres. C'est vraiment un livre, je l'ai tenu dans mes mains et j'ai tourné les pages, vraiment une rapidité folle. Je l'ai terminé je crois en 2 jours même pas, et c'est un livre qui est très addictif. Ça c'est justement pour déjà pour les thématiques qui sont abordées, pour les messages dedans, mais c'est vraiment ce côté où j'ai pas pu lâcher le livre qui m'a fait le mettre dans la liste. Ensuite j'ai lu C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood parce que c'est une grande auteure et ce livre non seulement c'était une lecture que je devais terminer depuis un moment parce que je l'avais commencé à la bibliothèque mais j'avais dû rendre le livre et voilà, de fil en aiguille j'ai oublié que je devais le terminer et le terminer ça a été une très bonne chose. C'est quand même un livre je pense important dans mon année 2020. Et enfin Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. Comme pour les meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson, l'auteur est issu du milieu cinématographique et ça se ressent dans le style d'écriture cinématographique ou de la BD, je sais plus trop. Enfin, dans tous les cas, il a un style très proche du scénario et c'est non seulement original, mais en plus de ça, c'est très simple de visualiser. Voilà. Évidemment, cette petite liste, elle est, comment dire, très réduite par rapport à mes lectures, mais 284 livres, je veux pas tous vous les présenter, évidemment. Sachant que, comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux, je vous les ai présentés dans mon point lecture, que je vous invite à reconsulter, à voir si vous n'avez pas encore vu, simplement. Et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et pas digeste du coup pour vous. Alors, ensuite de ça, pour mon bilan de 2020, j'avais envie de retourner sur les auteurs que j'ai découvert cette année. Sans surprise, Lola Lafont. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour mon gros coup de cœur, je l'ai découvert cette année et j'ai pu participer à une sorte d'interview avec elle. C'était à distance du coup, mais c'est une auteure qui est très intéressante à écouter. Quand elle parle de son livre, on sent qu'elle y a mis du cœur, que c'est un livre important pour elle et ça m'a tout simplement touchée. C'est une femme très touchante et très forte également. Donc voilà, ça a été la grosse découverte niveau auteur et niveau roman. Après, certaines fois, j'ai découvert des auteurs on va dire, j'ai fait la rencontre d'auteurs que je connaissais déjà de nom très rapidement, notamment Kate Morton, comme je vous l'avais dit, Yasmina Khadra, qui est un homme d'ailleurs, j'ai appris ça
la semaine dernière. Aki Shimazaki également et Virginie Despentes, c'est vraiment des auteurs dont j'avais déjà entendu parler et que j'avais pas encore lu. Et je n'ai pas regretté de les lire. Je pense notamment à Virginie Despentes. C'est pas un style que je mettrais entre toutes les mains, mais les messages ils sont là. Et puis l'histoire elle est là. Et puis c'est un incontournable, voilà, tout simplement je pense. Si vous dessinez du moins une carrière dans la littérature, vous devez passer par Virginie Despentes, etc. J'ai également fait la rencontre d'Amandine D et de Grégoire de la Cour, qui sont tous les deux des auteurs du Nord. Sachant que je viens du Nord, ça m'a fait plaisir de voir que des auteurs du Nord pouvaient s'illustrer ainsi. Et je pense notamment à Grégoire de la Cour, qui a tendance à placer ses intrigues dans le Nord, et ça fait toujours plaisir de reconnaître un petit peu le paysage pas du Nord, tout simplement. Voilà. Et donc évidemment c'est une petite liste, mais ce sont majoritairement les auteurs qui m'ont plu. Évidemment, je pense que là aussi, vous vous en doutez, l'année 2020, ça n'a pas été que des bonnes lectures ou des bonnes rencontres avec des auteurs, puisque j'ai forcément eu des déceptions. De manière générale, avec le recul que j'ai maintenant, je dirais qu'il n'y en a pas eu énormément et voilà, c'est déjà une bonne chose, mais quand j'ai été déçue, j'ai été bien déçue. Je sais pas trop ce que je préférais, j'avoue, entre être déçue de manière fréquente mais à petite dose, ou être peu déçue mais à grande dose de manière très forte. Je sais pas trop. Dans tous les cas, évidemment, je pense que pour mon bilan, c'était important que je revienne là-dessus. Mais de manière rapide, évidemment, parce que généralement, mes déceptions, soit j'ai fait une vidéo dessus, que je vous invite évidemment à aller voir, soit j'en ai parlé directement dans mes points lecture. Alors, l'année 2020, je crois, a commencé avec Les âmes rouges de A et S Croze. Ça l'a pas fait. Voilà, c'est le meilleur résumé que je peux vous faire, c'est que ça a été une intrigue qui m'a un peu laissé comme ça, comme je vous parle actuellement, quoi, pas très convaincue. Petite fleur de Java de Lorenzo Secchi. C'était un peu trop étrange pour moi, j'ai pas trop compris. J'ai lu le livre, mais pareil, ça m'a laissé un peu insensible et je comprenais pas trop ce qui était marqué des fois. Genre j'étais là en mode d'accord, pourquoi l'auteur me parle de ça? J'ai souvenir d'un passage où un homme urine sur un mur et de l'avoir lu en mode ah ok. Vraiment, ça m'a rendu insensible et stoïque. Également, déception littéraire, les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. Je vais être honnête, c'est une auteure que je ne pense pas lire encore. Son style d'écriture m'a peu convaincue. On va dire c'est le genre de littérature que je trouve un peu trop élitiste. C'est faire de grandes phrases pour pas dire grand chose. Après, je vais peut-être pas tomber sur le bon Amélie Nothomb. Et si vous aimez ces livres, je ne suis pas là pour vous juger, c'est juste mon ressenti vis-à-vis de ça. Et malheureusement, moi, quand je lis un roman qui me semble trop élitiste et qui s'adresse plus à une tranche d'âge, enfin, pas à une tranche d'âge, mais à une catégorie sociale, on va dire, spécifique, ça me gêne et ça me froisse. Alors du coup, je compte pas continuer avec Amélie Nothomb, tout simplement. Le dilemme de Toki, le premier tome de Kirigunshi, c'est un manga et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc j'ai été très déçue. Sans maudit de Ange, pareil, une déception parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais et que l'intrigue finalement, on n'avait rien à voir avec ce qu'on me proposait sur la 4ème de couve. Donc je pense que là, le souci, c'est pas tant l'histoire, c'est la 4ème de couverture qui a été très mal rédigée, je pense, parce que il y a de fortes chances que dans un autre contexte, j'aurais apprécié le livre. Miroir, miroir de Serena Valentino, pardon, sur toute la saga de Disney. Et j'ai le regret de dire que ça ne l'a pas fait, je suis une grande fan de Disney, mais là, ça n'a pas matché du tout. After, le premier tome de Anna Todd. C'est tout ce que je vous dirai dessus. Sa Majesté des Mouches de William Golding, trop étrange pour moi. Je comprends bien que c'est un classique et qu'il doit y avoir quelque chose de plus que le texte apparent. Il y a une double lecture possible, mais je m'attendais pas à que ce soit aussi étrange. J'avoue, j'ai été un peu décompensée. La vraie vie d'Adeline Dieudonné, pardon. Là, ça a été encore plus étrange et encore plus violent. Je préférais passer mon tour parce que j'ai vraiment arrêté la lecture parce que c'était trop violent. Je comprenais pas où l'auteur voulait me mener. On te sert de l'hémoglobine en veux-tu en voilà et tu comprends pas pourquoi tout ça, pourquoi ce déferlement de violence et puis même l'héroïne avait des réactions hyper cheloues, c'est quelque chose de tellement décalé que j'ai pas accroché. Donc j'ai préféré passer mon tour. Le livre noir des serial killers de Stéphane Bourgoin. Alors de base, il faut savoir que j'étais une grande fan de cet homme parce que je croyais en tout ce qu'il disait, finalement.
À savoir que c'est donc un homme qui s'est inventé toute une vie, qui a menti sur toute sa carrière et sur tout son CV. En tout cas sur les grandes lignes qui faisaient qu'il était invité sur plein de plateaux télé. Pardon, j'arrivais à parler. Et en plus de ça, le livre, je l'ai trouvé très mauvais. Parce que moi, je m'attendais à quelque chose de plus que ce qu'on peut déjà trouver sur internet. C'est-à-dire par rapport aux serial killers, par exemple, sur internet, on peut trouver facilement leurs crimes, leur parcours, au niveau de l'enfance et tout ça. Et du coup, je m'attendais davantage à quelque chose de plus psychologique, sachant qu'en plus, je crois, sur la 4e de couve, c'était vraiment marqué qu'on allait accéder sur la psychologie, enfin, à la psychologie, pardon, de ces criminels. Et pas du tout, en fait. Stéphane Bourgoin se contente tout simplement de raconter leurs crimes, voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de plus-value par rapport à des vidéos YouTube, par rapport à des sites internet, ça m'a pas plu. Ensuite de ça, Le Lambeau de Philippe Lançon. Alors peut-être que certaines personnes parmi vous vont me lyncher pour ça, mais je n'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé que c'était trop égocentré. Je m'attendais en fait à travers ce livre à un peu une espèce de leçon universelle, une morale universelle ou un enseignement universel, mais quelque chose de plus général que autant d'égocentrisme. Parce que je comprends bien qu'il faut revenir sur son expérience personnelle et j'avais rien contre ça, mais c'est vraiment, j'ai trouvé que parfois il manquait un peu de, comment dire, de sentiments à l'égard des autres victimes et de leur famille. C'est limite en fait, il y avait, en tout cas c'est mon ressenti, je dis pas que l'auteur se plaçait comme tel, mais moi j'avais l'impression que l'auteur était en mode je suis la seule victime et regardez-moi. Ça m'a vraiment gênée et j'ai préféré l'arrêter. Ensuite, toujours dans mes déceptions, Qui doit mourir de Marie Chivot-Beller. C'est du réchauffé. C'était une lecture commune et j'ai arrêté parce que je trouvais qu'il y avait pas d'originalité. C'est un survival game et limite tu sais déjà qui va mourir et qui est le coupable de tout ça, bref. Civilization de Laurent Binet. Là ça a été une déception parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était beaucoup trop d'informations historiques. Alors certes, il y a un travail fou, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est pas digeste. C'est trop d'informations et on perd de vue l'histoire de l'auteur, donc j'ai passé mon tour. Keijin Reijo de Tetsuya Tashiro, le tome 1. Il faut savoir que du coup c'est un manga et l'auteur avait notamment fait la saga, enfin la série Red Ice World, qui est une série que j'adore, vraiment j'adore. Et il y avait déjà un peu de fan service dans cette série. J'ai horreur du fan service, donc déjà j'étais un peu en mode quand tu vois une petite culotte apparaître sans raison, tu fais ouais d'accord. Mais là on a dépassé, on a franchi la ligne là. De mémoire, l'intrigue repose du coup sur tout simplement sur des culottes, des nichons, mais constamment. C'est-à-dire que dans le plus grand des cas, on va te proposer un scénario où les filles sont hyper badass, elles ont des pouvoirs fous, sont des tueuses vraiment impressionnantes, mais en fait elles perdent parfois le contrôle de leur pouvoir. Alors le seul moyen de les faire revenir à elles, c'est de toucher leurs boobs, de regarder leurs culottes et j'en passe. Bah non. Non, à quel moment ce genre de manga peut paraître en 2020? Ça m'a vraiment choquée de ouf et j'ai préféré passer mon tour parce que bah non. C'était vraiment pas possible pour moi de voir un texte pareil. Et puis enfin limite mettez ça au niveau des hentai, je sais pas, mais là autant de culottes et de nichons, je suis pas prude, mais en fait ça me paraît difficilement concevable que le corps de la femme soit autant genre dégradé et utilisé de cette façon. Ça m'a choqué vraiment, voilà, tout simplement. Je vais passer Comme un empire dans un empire de Alice Zeniter. Donc c'est un des livres qui a été nominé pour le prix des étudiants de 2020 auquel j'ai participé, et je sens que l'auteur a bien voulu faire les choses, qu'elle a voulu aborder plein de thématiques en même temps, mais justement elle en a abordé deux grosses qui ont pas été très bien traitées en fait. Alors à vouloir en traiter trop, elle n'a pas bien traité les deux et du coup je trouve ça un peu dommage. En fait c'était peut-être trop ambitieux comme projet. La tannerie de Célia Lévy, pareil dans les mêmes circonstances, sauf que là il n'y avait pas d'action. Voilà, tout simplement, il n'y avait aucune action. J'ai lu que certaines personnes le rapprochaient de Zola, mais pour moi rien à voir. J'ai pas du tout apprécié ma lecture, je l'ai lu et je me suis ennuyée tout du long. Castelletto, le tome 1 de Emma Mars. Moi je m'attendais à une histoire plus dynamique. L'action tu l'attends longtemps
et t'as beaucoup trop de parties historiques. Alors j'ai rien contre tout ce qui est recherche historique, mais quand on te bombarde d'informations qu'au final tu vas vite oublier à travers les pages, je trouve ça complètement inutile et ça dessert justement les recherches de l'auteur. Et enfin, Zone d'anomalie d'Andriy Kokotuka. Je dois déjà bien le prononcer évidemment, mais comme j'ai dit dans un point lecture, l'action était trop longue à se mettre en place. Voilà, l'année 2020 m'a montré que je n'étais pas toujours patiente avec l'action. Alors, évidemment, cette année, enfin ce bilan ne peut pas se terminer sans des perspectives pour l'année 2021 qui va être plutôt similaire, je pense. Je vais essayer du moins. Je compte être aussi régulière, proposer les mêmes formats de la capsule littéraire et également approfondir davantage celui des classiques focus que j'ai pas beaucoup exploité cette année malheureusement parce que j'ai pas eu trop le temps. Mais rapidement, si je devais vous présenter quelques projets qui seraient à venir, je pense notamment à une vidéo pour vous présenter le prix des étudiants 2020 et de mon expérience par rapport à ça. Une meilleure qualité son, mais ça je pense que vous avez pu vous en rendre compte dans la vidéo précédente puisque comme je l'ai dit déjà, un nouveau est rentré dans la famille et il fait mon bonheur au montage parce que la qualité sonore est tellement mieux. Je compte également faire cette année, si j'ai le temps, des vidéos thématiques, c'est-à-dire par exemple une thématique, admettons le féminisme, et je vous sélectionne plusieurs livres, même si je les ai déjà présentés dans des points lecture. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de trouver des lectures comme ça en fonction de thèmes qui vous plaisent à des moments, à des périodes données. Et évidemment j'ai d'autres projets qui sont encore au stade de la réflexion, donc je vais pas trop vous en dire parce que ça me paraîtrait un peu nul de vous teaser un peu la chose alors que ça ne viendrait peut-être pas, voilà, au cas où. J'ai quand même une petite appréhension pour 2021 très rapidement, c'est que mon DUT touche à sa fin, que je vais avoir, je crois, un mémoire à faire, que les partiels à distance vont continuer, que on ne sait pas trop avec la situation sanitaire comment les cours vont continuer, j'aurai mon stage, je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc ça va faire beaucoup de choses et changement d'organisation à chaque fois. Il se peut que j'ai quelques retards, je pense, cette année et... Enfin, oui, cette année, oui. Et d'autant plus que l'année prochaine, je compte faire une licence pro. Donc ce sera encore un nouveau rythme à faire. Enfin, à prendre plutôt. Voilà. Donc il est possible que j'ai quelques ratés, mais j'essaierai au maximum d'être régulière parce que je vois bien que la régularité, c'est ce qui vous plaît et c'est ce qui me permet vraiment d'être mise en avant sur YouTube et de faire découvrir mes lectures. Et comme j'ai plein de lectures, plein de chouchous que j'ai envie de faire découvrir à masse de gens, et c'est le seul moyen, il faut être régulière, tout simplement. Je préviens en cas où en tout cas. Dans tous les cas, je tiens à vous remercier parce que au début de l'année, on était même pas une dizaine sur la chaîne et là, on est une soixantaine. C'est peut-être pas grand chose pour certaines personnes, mais pour moi c'est énorme. Je pensais pas que autant de personnes me suivraient en une année, donc je me dis que si on est aussi bien parti l'année prochaine, ce sera encore plus. Et en même temps, je l'espère parce qu'il y a une interaction qui se crée dans les commentaires et ça me plaît énormément de pouvoir vous répondre, que ce soit des questions par rapport à d'autres recommandations, par rapport à un auteur. J'ai notamment répondu à un commentaire pour Laurent Godet, ça m'a fait tellement plaisir d'être là en mode lis ça, lis ça, lis ça, lis ça et ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et ça me motive énormément, vous savez pas à quel point. Parce que quand j'ai repris le projet de la chaîne YouTube en février, j'avais pas beaucoup d'espoir, je me disais je vais parler de mes lectures à personne. Ça me permettait de m'exercer à parler de mes livres. Je pense qu'il y a quand même une amélioration au niveau de ma manière d'en parler. Et bref, merci, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout en fait, simplement pour les vues et j'espère que ça va continuer en 2021. À nouveau, je vous remercie énormément, ça me fait beaucoup très plaisir. Bref, je sais plus parler, mais merci beaucoup. Et moi je vais terminer du coup ce bilan de l'année 2020 sur ces petites paroles. À nouveau, je me répète,
mais je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Cette année 2020 est une année très importante pour la chaîne et ça m'a fait plaisir de voir que j'étais pas toute seule dans mon aventure, que je suis accompagnée et que d'autres personnes découvrent mes lectures, apprécient et me fassent des retours comme ça sur leur expérience de lecture. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et bah merci tout simplement. Moi je vous dis du coup à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment mon point lecture de janvier qui sera pas, je crois, très long. Et je vous dis salut.